Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le canal de RTI2. C'est très heureux que nous nous retrouvons chez vous à travers votre poste récepteur. Pour ce samedi, nous allons démarrer avec notre première rubrique et c'est celle baptisée Psy. Voilà, il est avec nous pour parler aujourd'hui de couple. Alors, bonjour, docteur Brou. Bonjour. Le thème de ce jour, c'est comment réussir sa vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ce thème général? Bon, c'est la vie à deux. Un homme et sa femme, je suppose, qui vivent en couple. Couple deux. Donc, c'est un homme et sa femme. D'accord. Alors, c'est un sujet assez difficile, mais c'est important d'en parler, d'en reparler. Et surtout que nous sommes dans la période de la célébration on vient de fête finir voilà. la Saint-Sylvestre, comment on appelle Saint-Valentin. Saint-Valentin. C'est toujours un sujet, j'allais dire, d'actualité, tellement les couples sont en détresse aujourd'hui. C'est vrai, on fait les mariages en pompe, les jeudis et les samedis en général. Effectivement. Malheureusement, à côté, il y a des clichés terribles qui se passent, c'est-à-dire des divorces aussi au quotidien, à une vitesse aussi vertigineuse. Et donc, parler de couple et en reparler, c'est d'ailleurs notre vie quotidienne, donc c'est pas en parler trop. Mais, alors, ce serait prétentieux de penser avoir une recette. D'accord. Ce serait prétentieux. Je vais partir sur le fait de simples constats pour faire juste des observations, peut-être des petits conseils. Parce que je ne pense pas qu'une seule personne puisse, en dehors, je pense, de Dieu, avoir la recette de la stabilité permanente d'un couple. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que souvent, dans les premières rencontres et les premières années de vie, c'est la joie à son comble. Et puis, bon, après, on a l'impression que... c'est une routine. C'est pas tellement... Mais je veux dire, on dirait que c'est deux personnes qui ne se sont jamais dit on s'aime, en fait. C'est ce qui est dramatique. Alors, moi, dans mon constat, parce qu'on a souvent dans nos consultations quand même, pas mal de personnes, que ce soit des hommes, en grande majorité les femmes, qui dépriment pour des problèmes de couple. Parce que ça ne va pas à la maison, elles tombent dans la dépression, dans l'anxiété, donc font l'objet de beaucoup de consultations. Alors, les constats que nous faisons et les éléments se recoupent, c'est que déjà il y a le départ. Ce que j'ai constaté dans mes observations, dans mes discussions, c'est que généralement, les couples qui ont des problèmes ont eu parfois un départ qui n'est pas toujours... j'allais dire, comment on appelle, assez correct. J'ai constaté, quand je discute avec les personnes qui dépriment, dont je parle dans ce cadre-là, on vous dira qu'en général, on nous avait prévenu qu'il ne fallait pas être ensemble. Dans beaucoup de cas, soit un parent, soit un ami, enfin quelqu'un qui a une certaine influence sur nous. Un proche en tout cas. Voilà, a fait des observations pour dire je ne souhaite pas. Vous savez, très souvent, maintenant on est dans la modernité, donc on pense que bon, on s'en fout des conseils des parents ou des aînés, donc on fait ce que fait, mais après ça nous rattrape. Donc il y a ça. Mais autre élément important aussi que je remarque, c'est que je suis en train de me rendre compte au fil du temps que nous marions théoriquement, certainement dans le temps, mais en pratique, j'ai l'impression qu'on ne tient pas compte du fait que le mariage, ce n'est pas pour le présent seulement, mais on se marie pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on se marie certes aujourd'hui, donc on vit le mariage au quotidien, mais il faut concevoir le mariage dans la durée. Or, dans nos engagements, je ne sais pas si on fait très attention, si on prend tous ces éléments-là en compte. Je me dis que le mariage, pour moi, aujourd'hui, ce que je constate, parce que moi, je me suis marié, mais aussi de par le travail, ça doit être conçu comme quelque chose de dynamique. C'est quelque chose en mouvement. Et si nous ne suivons pas le mouvement, il est évident qu'à un moment donné, on va perdre le fil de la vie de couple. Par exemple, c'est comme des athlètes. Quand vous courez, ceux qui restent derrière, à un moment donné, bon, ils ne sont plus dans le tempo, comme on le dit. Effectivement, ils lâchent. Et c'est très important. C'est un phénomène dynamique. Ça veut dire qu'il y a des changements. Et c'est ça qui fait la difficulté parce que les humains sont très changeants. On est très changeants. Du jour au lendemain, malgré toutes les promesses de bonne foi et de tout ce que nous avons dit, du jour au lendemain, tout peut basculer. Pour des raisons diverses. Il y a le travail, il y a les moyens. Par exemple, moi, j'ai discuté avec des amis filles. Elles disent non, moi, là, j'aime m'intéresser. Je dis, non, dites la vérité.
il faut avoir quand même les pieds sur terre. Dans notre société aujourd'hui, fortement matérialiste, toi, tu as dit ça ne t'intéresse pas, ça c'est du bluff. Faut pas, non, et puis après... Il faut quand même un minimum pour assurer. Il y a un minimum. Et je pense que les parents nous ont toujours dit ça. Quand vous devez vous marier, pour les parents responsables qui vous encadrent, vous appellent pour dire qu'il y a un minimum. Mais même ce minimum, j'ai parlé de dynamisme. C'est-à-dire, ce minimum-là, vous devez vous efforcer à améliorer. Je prends un exemple simple. Quand on se marie en général, la première année, on est soit dans un studio ou chambre-salon, enfin, à l'exception de quelques personnes qui ont déjà des moyens et qui sont dans des grosses maisons. Et puis au bout d'1 an, 2 ans, on fait des enfants. Et puis vous demeurez dans le studio ou dans la chambre-salon. Ça commence à pourrir l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'il faut, quand je me marie, que je suis dans une chambre-salon, il faut que je me donne les moyens psychologiquement, mais aussi financièrement, pour dire que dans 1 ou 2 ans, ou bien dès qu'il y a un enfant, il faut qu'on puisse déménager pour être à l'aise. Parce que quand il y a un enfant aujourd'hui, le phénomène de servante dont on a parlé ici une fois, s'impose à nous tous, soit parce que la femme travaille ou même pour l'aider. Alors si tout le monde est regroupé dans la même pièce, si tout le monde est regroupé au salon, ça veut dire que les affaires se retrouvent dans la chambre. Et à un moment donné, on tape tout le temps la porte. Non, je prends mon caleçon, non, je prends ma serviette, non, je prends ceci. Ça devient très, très embêtant. Donc, il faut tenir compte du fait que si je me marie aujourd'hui, je dois améliorer mes conditions de vie. Je vais encore plus loin. Il y a d'autres sujets, j'ai vu d'ailleurs dans vos documents tout à l'heure, dont on parle très peu, mais qui pourrissent aussi l'atmosphère, c'est le sexe. D'accord. Mais bien avant, donc, avant de poursuivre avec les facteurs qui dégradent donc, cet environnement-là, savoir d'abord que faire avant d'entamer une vie véritable de couple. Bon, je pense qu'il faut être réaliste. Hein. C'est-à-dire que d'abord savoir c'est quoi le mariage, c'est un engagement, c'est une responsabilité, et qu'on ne se marie pas pour divorcer. Ça veut dire qu'il faut s'entourer d'un minimum d'éléments d'assurance. Mais je pense pour moi principalement, c'est surtout l'encadrement. Les couples d'aujourd'hui, les jeunes couples ne sont pas encadrés. Bon, je me posais la question ce matin, comment ils seront encadrés si ceux qui sont mariés sont en train de divorcer tous les jours, effectivement, c'est la question. Donc vous voyez que la société est en difficulté. La société est en difficulté. Aujourd'hui, c'est un véritable besoin pour nos sociétés, l'encadrement des jeunes gens qui décident de marier ensemble, de marcher ensemble du moins. Mais plus grave, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui refusent aussi d'être conseillés. C'est-à-dire que dès lors qu'ils s'engagent dans une relation et qu'une tierce personne fait des observations qui ne les arrangent pas, souvent ces personnes s'éloignent de vous. Donc, la responsabilité est partagée. Mais la base, c'est d'écouter quand même le conseil des anciens. Mais il y a aussi des conseils qui visent à froisser un peu le bon fonctionnement de votre relation aussi. Mais c'est pour ça, mais il faut avoir quand même un sens élevé de la réflexion et de la sagesse. J'ai toujours dit un conseil, ce n'est pas une dictée de Dieu. Quelqu'un vous donne un conseil, ça ne veut pas dire que forcément il faut suivre. Les conseils ont ceci d'avantageux. C'est-à-dire que quand moi je veux faire quelque chose, qu'Éric vient me dire non, docteur, voilà, ça me permet d'ouvrir mon champ de réflexion. En fait, c'est ça comme ça qu'il faut voir. Ça ne veut pas dire que si X veut s'engager sur telle voie, que Y est venu dire je ne suis pas d'accord, il ne faut pas être d'accord pour ne pas être d'accord. Ou bien s'il dit il est d'accord, il faut être d'accord. Mais quand il fait une analyse pour des raisons diverses, ça nous ouvre notre esprit. Parce que quelquefois, on est bloqué en tant qu'individu. Nos champs de réflexion sont parfois très courts. Donc, le fait qu'une tierce personne nous fasse des observations nous permet de dire « Ah, André, tel aspect-là, je n'ai pas pris en compte. » La dernière fois, j'ai discuté, par exemple, un monsieur d'un certain âge de mon église qui disait « Finalement, il y a des aspects qu'on n'aborde pas, mais est-ce que des coups se sont assis pour dire si demain, il y a un d'entre nous qui ne vit plus là, où on va l'enterrer ?» Mais après, ça crée plein de problèmes. C'est pas faux. Si on est marié légalement, tout à la mairie, partout, mais si demain un d'entre nous s'en va là, où on l'enterre? Parce qu'après ça, la femme, si c'est la femme qui reste sur l'homme, on a enterré ma femme ou mon mari ici, ça crée des problèmes des problèmes à n'en point fini. Donc, il est important d'écouter quand même les conseils. Les conseils nous ouvrent l'esprit et nous donnent un grand champ d'appréciation. Donc, moi, je pense que c'est la base. Dès lors que je vais être, par exemple, animateur de télévision, qu'il y a des aînés qui ont réussi, c'est pas mauvais d'aller les voir pour dire « Ah, moi je vais être animateur ». Il va vous dire « Bon, voilà. » Il peut peut-être donner des conseils dans le sens de vous décourager aux choses, mais vous êtes convaincu. Seulement ces orientations et ces conseils-là, on parle de conseils d'ailleurs avisés, nous permettront d'avoir le champ très large de réflexion. Surtout de faire une synthèse de... Bien sûr. Voilà. Moi j'ai discuté avec des gens, j'ai dit « Ah oui, tel aspect-là, je n'ai pas pris en compte. Tel élément, je n'ai pas pris en compte. Donc il faut que je revoie mon engagement dans tel domaine, parce que je n'ai pas pris ça en compte. » C'est comme même le travail. Je vais faire tel boulot, peut-être je ne connais pas les contraintes, donc je vais faire. C'est comme par exemple, je dis je vais être corps habillé. C'est comme je vais dire médecin, je vais être animateur. Mais on ne sait pas les contraintes qui sont là. Ou douanier, voilà. Mais il y a des contraintes.
Maintenant, quand vous n'avez pas ces éléments et que vous arrivez sur le terrain, que la pression monte, on cède ou on fait des choses qui ne sont pas toujours... quand on est médecin, il faut s'attendre à faire des gardes, par exemple. Le lendemain, parfois, on ne descend pas tout, etc., etc. Alors, parlons maintenant des différents facteurs qui peuvent donc altérer donc, notre relation de couple. Ok, donc je parlais tantôt de sexe. C'est un sujet... souvent tabou. Tabou, malheureusement. Mais c'est un des éléments, malheureusement, qui se trouve être à la base de beaucoup de difficultés de couple. La qualité de la sexualité, on ne va pas détailler ça ici, mais la qualité de la sexualité, les gens n'en parlent même pas. Je disais, je ne sais pas si c'est ici ou quoi, mais une formation, combien d'hommes et de femmes, après des rapports, se demandent s'il y a satisfaction réciproque. Il n'y en a pas beaucoup. On est gêné, on dit qu'elle a fini, bon, allez, il est couché de l'autre côté, et puis la femme est là. Mais ça peut créer des frustrations. Ça peut créer des frustrations. Donc le sexe, d'ailleurs c'est le sexe qui fait qu'on dit on est marié. Soit je prends ma soeur, je la mets à la maison, elle est ma femme, puis c'est fini. Puis c'est fini. Mais comme en prenant ta soeur, ça devient, l'inceste, c'est interdit par la société. Donc je vais prendre une femme. Mais ce qui fait le lien de mariage là, c'est le sexe. Et ça, il faut en parler. Quand ce n'est pas de bonne qualité, quand on se retrouve pas, quand on n'est pas à l'aise, il faut s'asseoir, il faut en discuter, il faut se faire aider, peut-être par des anciens qui, j'espère, auront réussi. Donc le sexe est un sujet important. Il y a le problème de l'argent. Alors, mais comment aborder donc le sujet du sexe avec son partenaire et sa partenaire? Mais je pense quand même que quand un homme s'approche d'une femme pour dire je vais être avec toi, d'office ça veut dire que je vais sortir avec toi. Quand je dis tu dois être ma femme. Bon, le souci aussi c'est que certaines femmes évitent de dire pas à son homme... Non, pas les femmes seulement, même les hommes. Même les hommes, mais la majorité des femmes. Voilà, les hommes ont souvent le courage de dire à la femme, bon, chérie, je souhaiterais que tu fasses comme ci, comme ci, comme ça. Mais la femme se sent un peu, elle se sent un peu inférieure à l'homme. Donc évite d'en parler pour ne pas que l'homme se dise non, c'est clair que demain ma femme ira voir ailleurs. Non, je pense que c'est un problème d'éducation. Notre éducation a fait haro sur le problème du sexe. On a tellement parlé du sexe comme si c'était quelque chose d'interdit, quelque chose. Donc ça fait que nous tous on est bloqués, on est inhibés quand le problème de sexe. Donc finalement, on se trouve être éduqués malheureusement par la rue. Et puis bien sûr, quand on rentre dans le couple, ça devient un problème. Mais je pense qu'il faut avoir le courage on a quand même des amis à qui on fait confiance. On peut aller voir des thérapeutes, ça existe. Il y a des conseillers conjugaux. Je pense qu'on peut aller les voir. Et puis parce que si ce n'est pas réglé, c'est sûr qu'à un moment donné, je donnais cet exemple. Vous avez un homme qui a fait plusieurs expériences sexuelles, ou une femme aussi. Puis vous commencez à aller ensemble. Quand le sexe n'est pas bien, le problème de la sexualité n'est pas bien réglé, c'est le souvenir de ce qu'on a vécu qui vient. Et ça fait que si vous ne faites pas attention, le retour est calé. Malheureusement. Donc il faut en parler. Vous allez voir par exemple qu'il y a des femmes qui ont quitté des hommes, mais qui ont du mal à accepter à cause du fait de la qualité de la sexualité que ces personnes ont. Tout était réuni pour véritablement favoriser l'entente dans cette famille-là. Bon, non, ce n'est pas le seul élément. Même si la sexualité est bonne, il faut avoir de l'argent. Parce qu'il faut manger, il faut s'habiller, il faut payer la maison. Si vous êtes avec votre femme dans une maison et que ça fait 7 mois, 8 mois, 10 mois que ce n'est pas payé, et qu'on vous chasse, c'est sûr qu'elle risque de se retrouver dans sa famille. Et si vous ne faites pas attention, vous apprenez, elle a pris quelqu'un d'autre, elle est partie. Donc je veux dire, il y a la sexualité qui est un élément fondamental qu'il ne faut pas minimiser, c'est très important. Mais à côté de ça, il y a la sexualité, il y a les moyens dont on a besoin de vivre. Chacun d'entre nous aspire, on a parlé la semaine dernière de l'accomplissement de soi, mais chacun d'entre nous aspire au quotidien au meilleur, aux meilleures conditions de vie possibles. Je l'ai dit tout à l'heure, si je vis dans un studio aujourd'hui, il est bien que d'ici 1 ou 2 ans, je puisse aller peut-être dans une 2 pièces, après peut-être 3 pièces, après 4 pièces, et puis bon, peut-être pourquoi pas ma propre maison. Voilà. Ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça qu'un des éléments essentiels, c'est qu'il faut que les gens se battent pour améliorer leurs conditions de vie. Il ne faut pas rester à se contenter de bon, moi j'ai 100 000, bon, ça me suffit. Mais voilà, parce que demain, les réalités vont s'imposer. C'est pour ça que j'ai dit, le mariage, c'est un processus, c'est dynamique. D'accord, docteur. Hormis donc les différents aspects qu'on vient de citer, c'est-à-dire le CX, les moyens, il y a aussi la communication dans le couple aussi. Mais justement, s'il y a la communication, on parle facilement de tout ça, j'allais en venir. Donc, la solution idéale de tout ça, c'est de faire une communication sincère. Alors, j'ai constaté quelque chose dans le règlement, que ce soit des conflits entre des personnes de façon générale, mais aussi dans le couple. Pourquoi en général on ne vient pas à bout du règlement? Parce qu'on ne dit jamais en réalité quel est le problème. Sinon, souvent, il y a des parents qui interviennent,
il y a des amis qui interviennent, il y a des conseillers qui interviennent, il y a des religieux qui interviennent, qui viennent, qui reçoivent ces personnes-là, qui parlent pendant des heures. On a l'impression que tout est réglé, on dit il n'y a pas de problème, maintenant ça va aller. Et puis quand ils se retrouvent au bout de quelques temps, ça devient plus catastrophique. Mais dans ma réflexion, dans mon approche, je me suis rendu compte qu'en réalité, et ça nous concerne nous tous, même les conflits, de quelque nature que ce soit, on ne dit jamais en réalité la vraie raison. Ça reste toujours caché. De peur, peut-être que l'on prenne ça mal, de peur que. Donc, ça ne fait qu'aggraver. Donc, on allait devant des anciens pour se faire aider. On est sorti de là, mais parfois on devient pire. La situation devient plus dramatique. C'est pour cela qu'on parle de communication, mais il faut une communication sincère et vraie. Il faut une communication de fond. Ce qui me semble être un problème pour moi doit être évoqué. Mais il faut que l'autre partie puisse me donner les assurances. C'est ça aussi qui nous fait peur. Est-ce que si je dis telle chose à mon épouse ou à mon époux, il ne va pas mal prendre au point de dégrader l'atmosphère, alors que quand on ne parle pas, c'est aussi grave parce qu'à un moment donné, il y a un trop-plein chez nous et puis le gaz, bien sûr, éclate et c'est la catastrophe. Donc la communication est fondamentale, mais une communication de qualité, une communication de sincérité, des échanges sincères. C'est-à-dire que quand il y a le problème de la belle famille qui se pose, il faut s'asseoir et en discuter ouvertement pour prendre des mesures. Quand le problème de l'éducation des enfants se pose, il faut s'asseoir et discuter objectivement. On ne devait pas avoir peur des échanges dans un couple. Or, parfois, on a peur. On ne devait pas avoir peur des échanges, même dans une amitié. Qu'est-ce qui garde souvent nos amitiés? Vous voyez, par exemple, deux personnes, on dit collés serrés. Ils sont collés serrés. Du moins, elles sont collées serrées, autant pour moi. Et au bout de quelques temps, on a l'impression que c'est des gens qui étaient des ennemis jurés. Ils ne peuvent plus se parler. Mais le plus souvent aussi, les grandes amitiés partent des grands conflits. Hein? Justement, parce que dans les conflits, ça sort. En réalité, quand il y a le conflit, on se libère. Parce qu'on se dit, bon, écoute, je n'en peux plus. Donc, on sort parfois des choses trop... Il faut de la modération, mais des vérités trop crues qui peuvent soit arranger quand on a la capacité de surmonter, mais qui peuvent aussi détruire. Donc, effectivement, les grands conflits ont ceci de positif quand on est sincère et qu'on est prêt à accepter que ce qui vient d'être dit là est vrai et qu'il faut que j'améliore un peu ma façon de faire les choses. Ça peut être source d'une réussite d'amitié extraordinaire. Mais malheureusement, dans la majorité des cas, on n'accepte pas toujours certaines vérités parce que c'est blessant parfois et parfois c'est difficile à supporter. Donc, il faut impérativement ça. Mais la discussion sur l'argent, c'est la communication. Même le lieu d'habitation, c'est la communication. Les conditions de vie à la maison, c'est les échanges. Mais il faut que ce soit sincère. Il ne faut pas venir dire, bon, moi je veux, on n'a qu'à aller habiter à Cocody, je ne sais pas quelle tranche, bon, une maison de 100 000, 200 000, 300 000. Mais ok, je suis d'accord, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? Il ne faut pas t'élever pour dire, bon, moi je vais habiter à Cocody pour habiter à Cocody. Est-ce que nous, de nos revenus, peuvent nous permettre d'avoir ce luxe? Quelqu'un dit pour dire qu'on dit qu'on parle de bien commun, en général, c'est le bien de l'homme. Ce n'est pas toujours vrai parce qu'il y a des femmes communes extraordinaires qui aident énormément leur mari. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours vrai. Mais ce qui est important, c'est d'être sincère. Ok, tu veux qu'on aille habiter maintenant une maison de 4 pièces, ça coûte combien? Ça coûte 500 000. Toi, tu as combien par mois? J'ai 100 000. Et moi, 300 000. Donc, on ne peut pas payer une maison de 500 000. À moins de vouloir s'endetter. Et ça fait que quelquefois, on rentre dans des endettements, on ne s'en sort plus. Et quand ça chauffe, chacun rejette la responsabilité sur l'autre et c'est l'éclatement. Or, si objectivement, on s'assoit pour dire, ok, on commence à travailler, c'est bien d'habiter peut-être, je ne sais pas, dans un autre quartier où les prix sont un peu plus modestes. Et on va accepter de se battre pour améliorer nos conditions de vie, pour que demain on puisse aller là où tu veux, peut-être même au-delà, parce qu'il y a de nouveaux quartiers qui naissent. En ce moment-là, mais même quand on prend des engagements comme ça veut dire qu'il faut se mettre à la tâche. Il faut travailler. Il faut avoir de l'intelligence, l'ouverture d'esprit pour accroître ses revenus, pour pouvoir améliorer ses conditions de vie. Vous voyez, même l'informatique, ça a commencé il y a des décennies. Mais chaque jour qui passe, c'est la nouveauté. Ceux qui ont les moyens, ils achètent immédiatement, donc ils sont en avance. Mais nous qui n'avons pas, on est toujours obligés de prendre les anciens appareils, parfois qui n'ont pas toujours les logiciels qu'il faut. Donc il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Alors parlons maintenant de la place de la confiance dans la relation. Mais s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Même une relation amicale banale, enfin banale en guillemets, je dis banale parce que ce n'est pas dans le cadre d'un couple. S'il n'y a pas de confiance, la relation n'existe plus. Vous voyez deux personnes qui vivent sous le même toit ou qui se fréquentent
Dès lors que la confiance, le capital confiance est rompu, il n'y a plus de relation. Mais pour que la confiance soit aussi, il faut échanger. Parce qu'on soupçonne, on interprète, donc il faut échanger. Et je reviens encore pour dire, dans la communication, il faut être sincère. Parce que si je suis en discussion avec toi, en tant qu'ami ou en tant que partenaire, et que je me rends compte que ce n'est pas sincère après, la confiance est partie, ça va être très difficile. Donc on peut même continuer à vivre sous le même toit, mais malheureusement, c'est comme bon, deux frères, un frère et une soeur qui sont là. Il y a des gens que j'ai connus en prise en charge qui ont fait parfois des années sans sexualité. Ce n'est plus un couple. Dès que ça n'existe plus parce que le capital confiance a été rompu. Donc là où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'amitié. Donc c'est important d'avoir confiance. Mais la confiance n'est pas aussi toujours facile à préserver. C'est l'autre qui doit amener l'autre à... Chacun, même moi-même, je dois encourager l'autre à faire en sorte que je lui ai confiance et réciproquement. Moi aussi, dans mon attitude, je dois faire en sorte que l'autre ait confiance en moi. Mais je vous assure que ce n'est pas toujours évident. Il faut suffisamment de, comment on appelle, de responsabilité, de maturité pour gravir. Ça aussi, c'est un processus. La confiance n'est pas définitive. C'est-à-dire que je vous fais confiance aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est pour de bon. C'est au fil des jours, les actes que je pose au quotidien que je montre ma fidélité. Mais la fidélité, ce n'est pas une affaire d'un jour. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai été fidèle à votre rendez-vous, donc d'office, je te fais éternellement confiance. Non. C'est au fur et à mesure qu'on dit non, celui-là, je peux compter sur lui parce que c'est un homme de parole. Quand il donne sa parole, il respecte. Donc, ce n'est pas des coups de baguette magique pour dire, bon, moi aujourd'hui, j'ai vu Aya ou bien Bamba, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, bon, un coup, la confiance, ce n'est pas possible. Ça se cultive, ça s'apprend. Et on peut nous aider à faire en sorte à donner notre confiance à l'autre. Ça aussi, ça peut s'apprendre. Avoir confiance en soi, mais avoir confiance en l'autre, c'est un apprentissage. Parce que quelquefois, le fonctionnement personnel, notre personnalité, nous amène à être toujours des gens qui sont méfiants, soupçonneux. Bon, tout s'interprète malgré tout ce que vous allez faire. Et à un moment donné, ça agace l'autre partie. Quand la personne sait qu'elle ne se reproche rien et que vous l'agacez, à un moment donné, la personne dit j'en ai marre. Et puis, quelquefois, ce que vous ne voulez pas, c'est ce que la personne va faire. D'accord. Alors, donc, on ne peut parler de couple sans parler d'enfant. Est-ce que la venue d'un enfant peut donc altérer ou détruire même l'intimité du couple? Ça ne veut même pas que ça peut détruire, ça détruit. Les exemples sont là. C'est pour ça que je dis la préparation d'un mariage est fondamentale. Si les gens ne se connaissent pas, parce qu'il y a des couples, les gens sont déjà ensemble, ils vivent déjà ensemble, ils ont fait des enfants, c'est 20 ans après, ils se marient, ou bien quelques années après. Bon, là, ils ont déjà des enfants, c'est fini. Mais les couples où les gens, pour des valeurs religieuses, décident de se marier avant de chercher un enfant, c'est des débats qu'il faut. La communication, c'est ça. Si demain on n'a pas un enfant, qu'est-ce qu'on fait? Mais jamais on n'aborde pas cette question. Moi, j'en ai vu rarement aborder la question. Moi, je n'ai même pas abordé qu'avant de me marier. Bon, j'ai eu la grâce de m'a fait la grâce d'avoir des enfants, donc je n'ai pas cette expression. Mais je veux dire, on ne s'est jamais assis pour dire, mais on va se marier, il y a la possibilité qu'on ne fasse pas d'enfant. On n'en a jamais discuté. Donc, quand au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant, la pression monte. Et on n'a pas le courage d'en parler pour dire, bon, ça fait 2 ou 3 ans, on est marié, il n'y a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Les hommes refusent d'aller se faire examiner à l'hôpital le plus souvent, dans 80% des cas. Donc, le problème peut venir de l'homme, mais le problème peut venir de la femme. Et la pression de la famille, ah nous on veut notre petit enfant, ah nous on veut notre neveu, tu es là depuis tu es venu, tu ne fais pas enfant. L'homme, quelquefois c'est le propre qui est à la base. Ça rend l'atmosphère tellement lourde que c'est difficile. Donc, c'est des sujets qu'il faut aborder. Il peut arriver, moi je connais des gens qui n'ont pas d'enfants, qui sont très épanouis, ils ont accepté d'adopter, ça marche. Ça peut être une adoption dans la famille, donc une adoption pas pleine, parce qu'on dit qu'il y a les adoptions pleines, ou bien dans les pouponnières, ou enfin dans d'autres structures, on fait des adoptions pleines et ça marche. Mais ça, il faut avoir le courage d'être aidé. L'idéal que nous tous nous souhaitons, c'est d'avoir des enfants de ses propres entrailles. Mais on n'a pas toute cette grâce, parce que c'est une grâce de faire des enfants. Et il faut avoir le courage de s'asseoir pour aborder la question avant de rentrer dans le mariage. C'est pour ça que je dis souvent, nos engagements dans les relations sont des engagements de passion. Parce que tous ces éléments, quand quelqu'un va vous demander, mais est-ce que vous ne faites pas enfant, vous allez faire quoi? Il dit, oh non, le Seigneur va nous donner. Mais ceux qui n'ont pas d'enfant, ce n'est pas le Seigneur qui a arraché. Ça peut être des problèmes de santé. De dire au moins que si on ne fait pas enfant, la première des choses, on va aller à l'hôpital. On va accepter nous deux d'aller à l'hôpital, etc., etc. Donc c'est
c'est important, le problème des enfants, il faut aborder avec objectivité et avec honnêteté la question et ne pas la banaliser. D'accord. Alors, docteur, on sera amené aussi, hein, c'est vrai, certes, dans la relation, au départ, on se dit, on s'entend, tout va bien. Et au fil des années, il y a certains comportements de l'autre qu'on n'apprécie pas, il y a une façon de faire qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on peut amener l'autre à façonner, est-ce qu'on peut façonner la manière d'être de l'autre? Alors, j'ai une conviction quasi inébranlable. Hein. Peut-être on me dit que tu es trop rigide. Je ne crois pas fondamentalement en dehors d'une grâce exceptionnelle de Dieu au changement du comportement de quelqu'un. Il y a quelques comportements de maladresse qui peuvent se corriger. Mais la personnalité, personne ne peut pas redresser quelqu'un. Alors, parfois, on se fait des illusions. Moi, je vais le changer. Je vais le faire comme ça. Mais après quelques années, on se rend compte finalement que c'est nous qui sommes en train de changer dans la mort, avec la mort dans l'âme. Je ne crois fondamentalement pas à ça. Et je le dis en dehors d'une grâce particulière de Dieu pour changer véritablement la nature d'une personne. Je n'y crois pas vraiment. L'expérience, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, je me rends compte, peut-être par mon travail, les rencontres avec des gens que j'ai dans les échanges, qu'il est difficile de modifier fondamentalement le comportement et la nature d'une personne. C'est pour ça que, quelquefois, la précipitation, je le disais à une amie la dernière fois, tout ce qui s'est fait dans la précipitation n'a pas d'avenir. Enfin, c'est ma conviction en moi, hein, peut-être fausse, mais tout ce qui s'est fait dans la vie, dans la précipitation, n'a pas d'avenir. Pourquoi l'échec, hein? Non, dans près de 99%, je ne veux pas exagérer pour ne pas être excessif, sinon même peut-être plus de 100%. Mais je veux dire, tout ce que nous faisons dans la précipitation n'a pas d'avenir. Donc, un mariage dans la précipitation, vous allez voir, les gens se connaissent aujourd'hui, demain, ils vont se marier. Bon, il y a peut-être un cas sur 100 ou 10, ça peut marcher. Pourquoi? Parce que quand je vous vois, vous, ça fait à peine 2 semaines qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Ça ne peut pas suffire pour dire que demain, c'est parfait. Mais c'est au fil du temps, si l'occasion est donnée de continuer, qu'on va peut-être commencer à comprendre les habitudes de tel ou tel. Or, souvent, nous, on est passionnés, on se dit, bon, si ça va, moi, je ne vais pas avoir quelqu'un. Ou bien si elle s'en va, je suis mort. Donc, on force, et on fait dans la précipitation. On n'a pas le temps d'apprécier le comportement des autres. Parce que j'ai dit aujourd'hui, même dans le mariage, il faut aller voir derrière l'autre, la nature de sa famille. C'est vrai que nous avons notre personnalité en tant qu'individu. Mais généralement, on n'est pas très loin, à quelques exceptions près, du comportement de nos parents, d'un frère, d'un cousin. Et un comportement général de famille, vous allez voir, les gens qui connaissent bien dans les familles, quand vous comportez, on dit, lui, là, il vient de telle famille. Surtout si vous venez de la même région. Votre façon de faire, votre comportement, on dit, lui, là, il est comme son papa. Lui, là, ceci. Ça veut dire quoi? Que si le papa, ce n'est pas des héritages forcément systématiques, mais tout ça, il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte. Vous avez un homme dont les parents ont tendance à ne pas s'occuper correctement des enfants. Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'il ne va pas le faire, mais je veux dire qu'il faut tenir compte pour déjà commencer par des petites questions très subtiles. Vous allez voir sa réaction. Quand on a l'intelligence, on peut amener quelqu'un à se faire découvrir. On ne va pas de façon frontale pour dire, mais toi, tu ne peux pas t'occuper des enfants. Est-ce que c'est pour que si moi je suis avec toi, toi aussi tu vas t'occuper de nos enfants que nous allons voir. Si vous faites ça, ça va devenir palable. Donc il y a la manière de faire pour comprendre, etc., etc. Mais les enfants, qu'est-ce que tu prévois pour leur avenir? Comment on va faire? La personne risque de s'énerver. Vous comprenez aisément que ce n'est pas quelqu'un qui est de nature à parler d'avenir d'enfants, par exemple. D'accord. Voilà. En tout cas, merci à vous, docteur. Nous sommes prie. très heureux en tout cas d'avoir partagé ce temps d'antenne avec vous. Je vous en prie. Et c'est un sujet qu'on aurait aimé poursuivre encore. Non, c'est un sujet de la vie, tous les jours. Effectivement. Alors, pour finir, votre mot de fin et que retenir donc de ce sujet du jour? Alors, la chose à retenir, c'est que la vie de couple est fondamentale. Ça fait partie de la base de la vie sociale. Et que c'est aussi un sujet délicat, tellement de désagréments et de douleurs sont dans les couples aujourd'hui. Même les couples qui continuent de vivre ensemble parfois, sans réellement vivre ensemble. Ils sont ensemble sous le même toit, mais ils ne vivent pas vraiment ensemble. La douleur étant à son comble, parfois des divorces. Il est bien de trouver des cadres pour se former. Et je conclue en disant qu'il est bien d'avoir des couples amis pour partager leur expérience. Il y a quand même des gens qui sont mariés, qui ont tenu 30, 40 ans. Parfois même après 20 ans, les gens peuvent divorcer. Mais il est bien d'avoir des couples amis responsables et partager nos expériences. Ça peut nous aider aussi à avancer. Ça fait partie des grands groupes de conseils que nous devons avoir de ceux qui sont
avant nous. D'accord. Ouais. Merci beaucoup à vous et rendez-vous la semaine prochaine avec Eva, si Dieu le veut. Alors, nous retournons vers la réalisation pour ce qui suit. J'ai passé toutes ces années à me poser des questions au sujet de tous ces bonhommes qui ont croisé mon chemin. Mais je te vois, aujourd'hui je décide de ne plus m'en faire. Je laisse venir les choses par feeling, je reste positive. Comme tu sais si bien t'y prendre quand tu me parles du passé. Mais moi je vis le présent, je parlerai d'avenir. Nos différences, nos habitudes ne pourront pas nous éloigner. C'est décidé, c'est le destin qui nous unit et l'on n'y peut rien. Tant que nous vivrons sur terre, toujours je te voudrais. Tant que nous vivrons sur terre, toujours tu me voudras. Tant que nous vivrons sur terre, quand tu auras un bobo, je serai là de tout mon cœur. Je prierai mon Père là-haut, de tout mon cœur, mon âme de femme, c'est juré. Quand tu m'avertis, ça me fait si doux. Quand tu dis bébé, moi je me sens si bien. Quand tu m'avertis, ça me fait si doux. Quand tu dis bébé, je me sens si bien. Quand tu m'avertis, ça me fait si doux. Quand tu dis bébé, je prierai mon Père là-haut là, pour qu'il te protège là-haut là. Oui, je prierai là-haut là, pour qu'il te bénisse là-haut là. Appelle-moi T. Je prierai mon Père là-haut là, pour qu'il te protège là-haut là. Oui, je prierai là-haut là, pour qu'il te bénisse là-haut là. Appelle-moi T. Quand tu m'avertis, ça me fait si doux. Quand tu dis bébé, moi je me sens si bien. Quand tu m'avertis, ça me fait si doux. Quand tu dis bébé, appelle-moi T. Quand tu m'avertis, ça me fait si doux. Quand tu dis bébé, je prierai mon Père là-haut là, pour qu'il te protège là-haut là. Oui, je prierai là-haut là, pour qu'il te bénisse. Voilà, à l'instant, cette belle orchestration musicale distillée par T sur les antennes de RTI2 et on l'a su ici dans ce studio avec ces jeux de reins de Crépin, notre caméraman. Vraiment une très belle chanson. Alors, à la suite de cette belle variété musicale, nous allons maintenant recevoir un acteur qui aujourd'hui fait partie de la valeur montante, la valeur sûre du cinéma en Côte d'Ivoire. Et lui, c'est Guy Kalou. Bonjour. Bonjour Eric. Comment ça va? Super bien. Le samedi s'annonce. De Saint-Valentin, c'est que l'amour. D'accord. Alors aujourd'hui, avec toi, nous allons parler un peu de ta carrière et voir comment tu es arrivé sur les planches. Oui, beaucoup de chance. Le hasard, comme je le dis souvent, quoique chez moi, le hasard, c'est Dieu. Donc j'arrive sur les planches à partir de 2005 dans un casting qui n'était pas forcément préparé. Et puis bon, voilà, j'essaie le casting, on m'appelle 2 semaines après pour me dire que je suis retenu pour le rôle principal.
Et puis bon, voilà, j'y vais, j'essaie, mais surtout avec un bon encadrement de Ngo Raymond, le réalisateur du film Le Clash d'ailleurs, qui a également écrit le film. Je salue au passage M. Taïd Aonoa, le producteur de ce film, 2005. Et voilà, c'était avec la jeune actrice Élisée Yao. Et puis bon, voilà, c'était notre tout premier rôle, mais en même temps en tant qu'acteur principal. Je pense que ça a plu aux Ivoiriens et même nous, ça nous a donné peut-être une envie de continuer. Voilà, c'était 2005 et voilà, c'est comme ça que Alors aujourd'hui, 2005-2013, pas beaucoup d'années, mais aujourd'hui, à ton actif, tu as plus d'une dizaine de films déjà. 14. 14, précisément. Ouais. D'accord. Alors, l'expérience de ton premier film en tant qu'acteur principal dans Le Clash? Déjà, c'était une grosse responsabilité parce que quand on n'a pas rêvé d'être acteur de cinéma, c'était pas mon rêve, moi. Moi, mon rêve, c'était peut-être plutôt d'être artiste musicien ou footballeur à la limite, mais mon rêve, c'était pas vraiment d'être acteur de cinéma. Donc, quand on n'a pas pensé ça, on l'a pas forcément préparé dans l'esprit aussi. Mais sans le vouloir aussi, ça pourrait être quelque chose d'inné. Je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est difficile de le dire parce que après, ça va friser l'orgueil et tout. Mais quelque part, quand on n'a pas forcément fait d'école de cinéma et qu'on campe des rôles que les gens, dans leur généralité, apprécient, vous ne pouvez que dire qu'il y a un peu de ça en vous. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de dire aussi aux uns aux autres. Pouvons-nous vraiment venir au cinéma, vouloir être acteur si on n'a pas un peu de ça en nous? Parce qu'il faut cette base-là, fondamentalement, quoi. D'accord. Et là, on voit juste un extrait, on va juste voir. Là, c'était Le Clash. Le Clash, oui, 2005 avec le réalisateur ivoirien Ngo Raymond, produit par Taïd Aonoa. C'était une très très belle expérience et je remercie au passage mon amie Mantin Diabaté, Madame Klubali, parce que c'est elle qui, en me taquinant comme ça, m'a dit écoute, tu nous fais beaucoup rire au bureau, voilà, casting va faire, voilà. Et puis bon, j'ai essayé, et puis bon, voilà, ça c'est parti de là, 2005. D'accord. Alors, quelle est l'expérience que tu retiens donc de ce premier passage qui aujourd'hui t'a conduit dans ce milieu-là véritablement? Une expérience merveilleuse et une expérience déjà du travail fait à cette époque-là. Dire que en fait, pour atteindre déjà un certain niveau, il faut écouter. Et cette première expérience a été pour nous l'occasion d'écouter. Il fallait écouter. Nous avons écouté les anciens, nous avons été encadrés par les anciens. Tous les techniciens, que ce soit Mobio Gasson, que ce soit Barry Carlos, que ce soit Ngo Raymond lui-même, le réalisateur, que ce soit Audi Florence, la maquilleuse, ils nous ont tous encadrés vraiment comme leurs enfants. Et nous, ce qu'on a fait, c'est d'écouter, c'est de rentrer dans leurs conseils et c'est de faire ce qu'on pouvait faire de mieux pour ce film. Et je pense que c'est ce que je retiens surtout, cette première expérience. Nous sommes venus comme des apprentis, nous avons appris. D'accord, nous partons pour le deuxième extrait. Pose-moi ça! 1, 2! Tu t'es foutu de moi? Alors ça c'était Abidjan Police District avec Orella Blanc. Orella Blanc qui reste l'une de mes meilleures rencontres au cinéma parce que c'est un grand réalisateur ce monsieur. Donc ce projet-là aussi on l'a fait, c'était juste après Le Clash. Et voilà, ça aussi c'était une très belle expérience Abidjan Police District. Voilà. Quand on est amené à voir les différentes prestations de Kalou, on se dit Kalou il aime bien les armes. Or, est-ce que c'est moi qui aime les armes ou bien est-ce que les rôles pour lesquels on m'appelle, il y a des armes? Parce que moi, j'essaie de rentrer dans le rôle qu'on me propose. Quoi qu'en règle générale, je suis très pointueux sur les choix. Voilà, je veux dire, je ne rentrerai pas dans votre film si votre scénario ne me plaît pas, ça c'est sûr, si le personnage ne me plaît pas. Alors, comme dans la vie active, je ne prendrai jamais les armes. Donc, je dis au cinéma, j'essaie de prendre les armes, peut-être une façon pour moi de dénoncer aussi le fait qu'il ne faut pas les prendre. Dans la vie courante, hein, tu es quelqu'un de calme, de doux, mais dans les films, c'est tout autre. Hein. Mais pour moi, c'est ça le cinéma. Il faut venir au cinéma pour exprimer des choses. Il faut venir. C'est un plateau où on s'éclate. C'est un plateau où vous pouvez être un gangster
pour dénoncer le fait que quelqu'un soit gangster. C'est un plateau où vous pouvez être un meurtrier pour dire à quelqu'un qui a peut-être envie de passer d'une vie normale à ça que c'est pas bien. Mais bon, voilà. Après, pour moi, il faut faire le distinguo entre ce que vous êtes dans un film et ce que vous êtes à la réalité, parce qu'il y a votre vie. Et il vaut mieux même que ce que vous êtes dans un film ne réagisse pas, n'agisse pas, n'influe pas sur votre vie normale. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Alors, comment vous vivez donc votre vie en griffe de star? Déjà, moi, j'ai un problème avec cette vie de star. Ça va être un peu paradoxal. J'ai un problème avec cette vie de star parce que je veux continuer à pouvoir faire mes courses. Je veux continuer à pouvoir aller dans un supermarché faire mes courses. Je veux continuer à pouvoir sortir avec mon fils pour me balader et tout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Mais je prie Dieu qu'on retienne de moi que bon, voilà, c'est une star qui a envie, qui a envie de dénoncer des choses, qui a envie que sa vie soit une vie de modèle, un peu comme Denzel Washington. Voilà, je veux dire quelqu'un qui veut qu'on le reconnaisse par son travail et non par sa gueule, quoi. Donc parlons donc de Denzel, qui est donc votre modèle dans ce milieu au niveau africain, avant d'aller sur le plan international. C'est mon modèle pour la simple raison que non seulement c'est un très grand acteur, ça, je veux dire, personne ne dira le contraire. Il est d'ailleurs le deuxième noir à avoir eu un award après Sidney Poitier. Mais voyez-vous, Denzel, ça fait 32 ans, peut-être même 33 ans qu'il est avec la même femme, Pauletta Pearson. C'est extraordinaire qu'à Hollywood, vous voyez un acteur sur lequel il n'y a presque pas de frasque. Et il a dit lui-même, il a dit, avant même de nous marier, nous avons décidé de baser notre vie sur Dieu. Et lui-même, avant même de rentrer en mariage avec Pauletta Pearson, il s'est dit, j'y vais, mais c'est pour toujours. Aujourd'hui, ils ont 4 gosses, ils vivent de façon extraordinairement bien, il y a une harmonie terrible. Et moi, c'est ça le modèle que je veux avoir dans ma vie. On peut être star, à mon avis, mais avoir une vie. Une vie stable, à mon avis, quoi. Guy Kalou est donc marié et père d'un enfant. Oui, d'un garçon de mon copain. D'accord. Alors, si la réalisation le permet, nous allons partir pour le 3e extrait. Putain. Tu t'es foutu de moi. Écoute Aurélie, je suis désolé pour tous les soucis que je vous ai causés ces derniers temps à Pierre et toi. Je crois que je me suis trop apitoyé sur mon sort en ne pensant pas à tout mon entourage, à vous qui m'aimez et tout ça. Tu sais quoi? Tu dois toujours être parmi les 5 premiers ou bien le premier. D'accord? Chez les bogies, on est toujours premier. L'intérieur, Arantès de Bonali m'a donné une chance extraordinaire de ne pas chômer après le clash. Et donc, voilà, j'ai eu à camper le rôle d'Antonin Bogui, partager le rôle principal avec Viviane Efo, qui était également la coproductrice de ce projet avec Arantès. C'était une expérience merveilleuse. Et voilà, c'était ma 2e véritable planche, on va dire. Et puis bon, voilà, c'était bien. D'accord, parlons de rôle campé. Il y a un rôle que vous avez campé donc, dans un film de cyber-escrocs, si je m'abuse. Oui, de cybercriminalité. Vous étiez un flic véreux. Oui, ça c'est avec Alain Guikou, le réalisateur, je veux dire ce monsieur merveilleux qui fait de très bonnes choses pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Le film s'est intitulé Brouteur.com et Brouteur.com est une de mes meilleures réussites, moi je dis en termes de personnage, parce que ça m'a permis en fait de passer dans un autre personnage totalement. Vous savez, il y a des films que vous faites, mais qui ne changent pas forcément votre personnage de toujours. Je veux dire qui ne changent pas votre physique et tout. Et là, Brouteur.com, l'inspecteur Blanco, c'est tout autre chose. C'est le flic ripou, c'est le flic cynique, c'est celui qui n'a vraiment aucun sentiment. C'est celui qui prend son pied quand les autres sont en train de souffrir. Et pour réussir ce rôle, il fallait que j'aie sur le plateau, il fallait que je rencontre quelqu'un comme Beugri Diep, qui m'a en fait emmené à rentrer dans ce personnage. Ça a été un travail vraiment sur un moment. Et puis bon voilà, bon, je dis chapeau à Alain Guikou, c'est un concept super bien, en plus que bon, voilà, il vient un peu aider notre pays à sortir de ce phénomène-là qui fait qu'on est un peu fiché au noir, voilà, la cybercriminalité. Donc Brouteur.com, c'est ça, je joue le rôle d'un flic ripou, avec pour collègue Beugri Diep, tu joues le rôle de Naja. Et puis bon voilà, plutôt que de faire notre travail, nous on protège les brouteurs et puis bon, derrière on s'en met plein les poches, quoi. D'accord, alors ce tournage a duré combien de temps? Alors,
me concernant, j'ai tourné sur 1-2 mois, je pense. Et puis après, peut-être qu'il a dû faire 3 mois ou 4 mois. Mais bon, moi, ma prestation se limitait dans ce temps-là. En fait. D'accord. Alors, quelle est la plus belle expérience que tu retiens donc de ce petit parcours en griffe depuis 2005 jusqu'à ce jour? Alors, je veux dire, j'en ai quand même quelques-unes. Hein. Il n'y a pas qu'une seule. Le rôle du pasteur Kobi Kobi, c'était un rôle merveilleux pour moi parce qu'il fallait également sortir de moi aussi. Et moi, si vous voulez, en règle générale, tout ce qui touche à l'évangélisation d'une façon ou d'une autre, tout ce qui touche à Dieu est toujours important pour moi. Je me sens important quand j'ai quelque chose à faire dans, je veux dire, l'avancée des gens dans leur foi et tout. Donc, il y a Pasteur Kobi Kobi. Il y a mon passage dans Le Mec Idéal, ce film de Orwell qui a remporté le prix de l'étalon de bronze au FESPACO, où j'ai joué le rôle d'un vieux de 60-70 ans. Il fallait vraiment sortir, il fallait être vieux dans ce rôle. Et puis bon, il y a aussi justement l'inspecteur Blanco là, dans le brouteur.com. Et puis le tout dernier, dans Et si Dieu n'existait pas, le rôle de Ray, où c'est vraiment une personne introvertie, quelqu'un qui aussi a été fouetté par la vie et donc qui en voulait à toute une société. Voilà, pour moi, c'est mes plus belles réussites, ça. Voilà, d'accord, on part pour l'extrait suivant. J'ai créé une église et je veux avoir beaucoup d'argent. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Où j'ai trouvé ça humain? Tu vois le sang de ta femme et de ton enfant. C'est pourquoi en ce jour merveilleux, Dieu le Père Tout-Puissant a mis à mon esprit qu'aujourd'hui, des miracles allaient se produire dans cette église au nom de Jésus. C'était merveilleux. C'était merveilleux parce qu'il y avait un esprit de famille extraordinaire sur ce tournage. Ils m'ont donné le temps de m'exprimer et je dis chapeau à Bernard Yaomafil, le réalisateur et d'ailleurs le scénariste. Quelle était l'essence de ce film-là? Alors l'objectif pour lui, c'était de dénoncer un certain nombre de pratiques. De toutes les façons, c'est dans les écrits. Hein. Les derniers jours, il y aura de faux pasteurs. Et quand on dit faux pasteurs, il ne faut pas seulement voir les cultes ou les églises évangéliques. C'est partout. Hein. C'est les prêtres, c'est les imams. C'est partout qu'il y a des personnes qui portent la soutane ou qui portent le boubou pour venir à la réalité chercher autre chose à l'église. Voilà, je veux dire, on ne vient plus à l'église parce qu'on est appelé, mais on vient à l'église parce qu'on s'appelle soi-même pour venir se servir dans ce que nous-mêmes on sait. Donc l'objectif là, c'était de dénoncer. C'était de dénoncer. C'était quand même un peu risqué parce qu'on sait comment en Côte d'Ivoire, les églises vraiment poussent comme des champions. C'était un peu risqué. Bon, mais après, moi, je me dis, c'est ça aussi notre rôle. Notre rôle est de dénoncer. Notre rôle n'est pas forcément... Ce sont des éveilleurs de conscience surtout. Exactement. C'est pas forcément de se faire voir à la clé un peu partout, mais c'est vraiment de dénoncer. Et c'était ça l'objectif, en fait. D'accord, on part maintenant avec le dernier extrait. Je voulais pour rien. Parmi les nullards, il y a donc un moins nul. Je suis venu te supplier d'user de tout ton poids pour me faire muter au ministère. L'ignominie politique a-t-elle un visage? Je dis oui, c'est le visage de l'honorable Konambo. J'ajouterai même, la chienlit politique a-t-elle un visage? Je dis oui, c'est le visage de l'honorable Konambo. Qu'est-ce qu'elle fait dedans? Elle dort. Elle dort pourquoi à 7 heures? Pourquoi elle n'est pas en train de laver les assiettes? Pourquoi elle lave pas les assiettes? Merde! Alors, Extrême Obsession, tu permets, Eric, que je rende hommage à la jeune dame qui est apparue dans la dernière vidéo tout à l'heure avec moi, Martine Dao, qui est décédée malheureusement, donc que Dieu ait son âme. Je voulais encore, à travers ce film, dire merci à Yao Mafili, qui m'a donné encore une chance. C'était une interprétation de l'œuvre La Bête Noire de Esaïe Biton Klubali. Oui. Et nous l'avons joué. J'ai joué le rôle principal de Frédéric Darko Yantala, ce monsieur qui voulait forcément le pouvoir à tout prix, ce monsieur
qui voulait être riche à tous les prix. Voilà, donc il est passé par tous les moyens, mysticisme et tout, et puis bon, vers la fin, voilà, la réalité est que bon, voilà, il a mal fini. Donc voilà, Extrême Obsession, c'était aussi une très belle expérience en tout cas. Alors Guy Calot, que retenir donc de ces différentes prestations et surtout quel est le conseil que tu veux donc donner à ces jeunes aujourd'hui qui veulent s'essayer dans ce milieu-là? Déjà qu'on ne vienne pas au cinéma parce qu'on n'a pas eu mieux à faire. Voilà, le cinéma n'est pas une série C comme le dirait les Espoirs 2000. Le cinéma, c'est un métier. Le cinéma, c'est aussi une passion. Et ce que je leur dirais aussi, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans les lycées, les universités, beaucoup rêvent de faire du cinéma. Moi, je leur dis, allez-y d'abord à l'école. Parce que nous, la chance que nous avons eue, c'est que nous sommes allés à l'école, nous avons un boulot, et donc du coup, nous sommes libres de choisir de camper tel ou tel rôle. Nous ne sommes pas sous la pression d'une production, parce que bon, il faut forcément ça pour aller payer le loyer de fin de mois. Donc pour moi, il faut que les jeunes arrivent à prendre le temps de venir dans ce milieu, mais qu'ils y viennent par passion, parce qu'ils ont envie de passer un message réel, mais qu'ils n'y viennent pas parce qu'ils ont envie de se faire voir. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu ça le cas. Pour un film qu'on fait, on est une star interplanétaire, après ça devient compliqué. Donc pour moi, c'est un peu ça. Deuxième chose, pour moi, il ne faut pas... moi, j'ai une conception de la star en Afrique ou en Côte d'Ivoire qui n'est pas une conception forcément de tout le monde, parce que pour moi, on ne peut pas être star ici comme on est star aux États-Unis où les gens n'ont pas de problème. Voilà, ici, on a des problèmes, donc on ne peut pas être une star forcément qui est toujours en train de taper le tambour alors qu'au fond, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, il faut laisser le travail parler. Il faut laisser le travail parler. Donc, c'est ce conseil-là que je peux partager avec les jeunes, mais surtout, qu'ils ne se laissent pas décourager par qui que ce soit, qu'ils fassent leur travail. Vous sortirez un projet, il y aura toujours des gens autour qui vont raconter plein de choses. Il y aura même toujours des gens qui n'ont pas forcément même fait ce qu'ils avaient à faire pour ce projet, mais qui voudront clamer haut et fort qu'ils ont fait ceci et cela. Ayez foi en Dieu, parce que lui seul sait qui a vraiment fait quoi. Alors Guy, si on devait te définir par un mot. Combativité. Combativité. Ouais. D'accord. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté notre invitation. Et c'est avec ces derniers mots qu'on se dit au revoir. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, Eva vous retrouvera pour la suite. Ça a été un plaisir pour moi d'être en votre compagnie tout au long de ces 2 semaines. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Merci. J'ai passé toutes ces années à me poser des questions au sujet de tous ces bonhommes qui ont croisé mon chemin. Mais je te vois aujourd'hui, je décide de ne plus m'en faire. Je laisse venir les choses par feeling, je reste positive. Comme tu sais si bien